Fonder une famille recomposée, est-ce toujours la joie? Comment peut-on vivre heureux dans un ménage recomposé? Mesdames et messieurs, c'est avec ces questions que je vous dis bonjour et bienvenue à ce 61e numéro de votre émission matinale Nos Pinden. Bonjour Marcel. Bonjour Roch, bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous vous portez très bien de notre côté, c'est la forme quand même. Eh bien Roch, ce matin, vous posez des questions sensibles et très délicates qui feront sûrement l'objet du débat de ce jour. Absolument, et grâce à nos invités, nous allons essayer de décortiquer un peu ce sujet, un sujet dans lequel il y a souvent des tabous que l'on n'ose pas aborder souvent. Eh bien, avec nos invités, sociologues, également conseillers matrimonial, nous aurons à faire le débat. Exactement, nous aurons à faire le débat dans quelques minutes, mais avant, nous allons découvrir les merveilles du Bénin de ce mercredi. Nous sommes à Abomey une fois encore pour découvrir cette fois-ci le musée archéologique de Klaus Ransborg. Mais pourquoi vous souriez? Parce que nous sommes allés chez moi. Oh, dis donc. En tout cas, la guerre des régions sur ce plateau, c'est un grand propos à Abomey. Les merveilles du Bénin, c'est tout de suite. Et voilà, nous étions à Abomey au musée Klaus Ransborg où nous avons pu voir justement ces objets précieux utilisés et laissés par les ancêtres, ceux qui ont eu à combattre pour la liberté, l'indépendance de la royauté au Bénin. Effectivement, assez d'objets, comme vous l'avez souligné, certainement des objets qui ont une valeur, une signification très importante dans l'histoire de notre pays. Et c'est une très bonne nouvelle, une très grande joie de nous voir conserver ces objets-là qui aujourd'hui représentent notre patrimoine pour nos quotidiens. Absolument. Lorsque vous allez à Abomey, eh bien, ces objets sont disponibles dans les musées que vous avez pu voir. Vous faites un tour de tourisme par là-bas, vous aurez le plaisir de les découvrir. Il y a également des souterrains qui ont été découverts. Eh bien, les cachettes d'entre-temps, vous voyez... Bien sûr. Et si vous avez besoin d'un guide, quand il s'agit d'Abomey, vous savez de qui je parle. Il faut appeler Roch Olorien Akoueni. Il aura le plaisir de vous Non, je vais vous recommander les spécialistes. Il y a des guides de tourisme qui sont là. Ah oui, vous déclinez l'offre? Non, pas que je décline l'offre, mais je vous mettrai en contact avec les personnes ressources capables de bien faire le boulot. À chacun son boulot. Moi, je suis journaliste. Eux, ils sont des guides de tourisme. Ah oui, aujourd'hui, vous êtes journaliste. Ah, tout à fait. D'accord, c'est bien. Voilà. Nous allons, après les merveilles du Bénin, recevoir notre humoriste qui était avec nous depuis lundi, Pasteur Zan.
Venez sur le plateau. Mais je ne sais pas, quand on lui demande de venir sur le plateau, il a cette tendance à... Il a cette démarche. Voilà, je ne comprends pas. C'est comme si c'est un prince qui veut monter sur son... Non, c'est pas comme si... trône. Non, c'est pas comme ça. Vous êtes un prince. Exactement. D'accord, Je suis, ok. voilà, de la liée de Dahomey. Je suis un prince. D'accord. Et il y a les faux princes, il y a les vrais princes. Vous êtes dans quelle catégorie? Vrai. Vous êtes prince, d'accord. Ok. Alors, donc, son excellence, monsieur le prince? Exactement, voilà, monsieur le prince, voilà. Je suis entièrement d'accord. tu vois. Ok. Comment allez-vous, monsieur Ça le va prince? très bien, sauf que hier, voilà, la journée n'était pas du tout bonne. Ah bon? Voilà, et parce que je ne sais pas à quel moment le comportement des béninois a changé comme ça. C'est vraiment très très bizarre et nous allons prier. Parce que, tu vois, moi je ne suis pas contre quelqu'un qui achète son véhicule. Mais voilà, quand tu achètes ta voiture, il y a des principes, tu vois. Oui. Moi, je ne comprends pas. Les gens, quand ils ont une moto, ils ont l'habitude de rouler. On ne refuse pas. Mais quand ils changent de moto, ça devient un véhicule. Oui. Ils ont toujours tendance à avoir le même comportement qu'ils ont avec les motos, avec les véhicules. C'est-à-dire, tu vois, quand tu es avec ta moto et que tu constates que tu vas acheter crédit, tu vois, forfait là, on s'arrête en même temps là où il y a forfait, on achète. Mais quand tu achètes véhicule, c'est plus la même chose. Tu vois, donc la route là, Aliog et Dagba, c'est-à-dire on est toujours dans les tendances. et ça se partage. Et ça se partage. Et quand ils achètent véhicule, ils ont le même comportement. C'est-à-dire quand ils veulent acheter crédit, ils s'arrêtent en même temps là où il y a crédit et ils veulent acheter. Quelqu'un s'est arrêté comme ça, vous êtes rentré dedans. Comment, vraiment quoi? Oh là là. Moi, tu vois, dans la journée, des fois, tu as envie de prendre une bière. Tu vois, la route là, tu vois, les gens, c'est là où ils ont leur espace, qu'ils installent leur entreprise. Oui. C'est comme ça au Bénin. Donc, moi, la route, elle n'est pas assez vaste. Et toi, tu veux acheter crédit. Tu vas chercher un endroit garé, sortir de ton véhicule pour aller acheter. Oui. Et c'est crédit, et ils s'arrêtent en même temps. Je dis quoi? Et Alors qu'il y a les chaussées réservées pour tout ça, pour garer le véhicule. oh, chaussée. Donc, nous, c'est- on est un pays en voie de développement. Mais Regarde, là- chaussée là, c'est à quel moment on a créé chaussée? Madame, ma chère, je ne sais pas si vous imaginez un peu la scène. La scène, au fait. Quand le monsieur vous a dépassé, et puis rapidement il s'est arrêté, que s'est-il passé? Vous qui étiez à moto? Est-ce que- Ça fait ça que dit Ça dit c'est bizarre quoi. Non, heureusement non. que moi j'ai prié, tu vois. Heureusement que je prie toujours Il avant faut de dire ce sortir. qui s'est passé. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tendance, c'est-à-dire il y a l'intention d'un accident. Il y a pas d'accident. Intention d'accident, c'est pas bon. Vous ne voulez pas dire que vous êtes allé connaître tout simplement le Non, véhicule. Ça ne veut pas dire que sa moto n'avait pas de frein. Non, mais sérieux quoi. Et puis la journée d'hier, c'était un peu bizarre quand même. Puis, vous savez, dans les bars, il y a une sorte de crise de confiance qui s'est installée à un moment donné. Je n'ai pas Crise de compris. confiance. Et- Entre qui et qui? Je t'explique. Tu vois, quand vous achetez votre boisson, c'est-à-dire dans la bière, il n'y a pas lave-bière dans comment on appelle, Oui. bouteille ou lave-verre dans la bière. Tu comprends? Et du coup, moi, je lui demande une bière, elle m'amène ça. Et j'étais énervé d'abord sur la route et je m'installe. Cette dernière prend ma bière, elle ouvre ça, elle prend une partie, elle verse dans le gobelet, elle rince et elle jette ça par terre. Et j'étais tellement énervé, je dis, mais ça c'est quel comportement ça? Et bon, moi-même, j'ai vu dans les rayons de boissons une liqueur qu'on appelle Campari, tu comprends? Et du coup, j'ai fini de prendre ma bière, j'ai demandé à la dame de me servir aussi Campari. Oui. Et une consommation de Campari. Oui. Elle me dit, je ne change pas le verre. Et je lui ai demandé de servir aussi dans le même verre. Oui. Elle m'a servi, moi-même j'ai rincé le verre, j'ai jeté aussi par terre. Et elle me regarde, j'ai dit, maintenant il faut me servir. Elle me dit, est-ce que ce qu'elle a servi là, Oui. que ça c'est... J'ai dit, mais quand toi tu avais versé moi, ma bière, est-ce que moi j'avais crié? Est-ce que dans une boisson, il y a lave-verre dedans? Moi je ne comprends pas cette crise de confiance. Mais finalement, vous avez payé ou pas? Bon, j'ai payé elle-même, je l'ai payé, et puis ce que j'ai acheté, c'est pour laver mon verre. Tu vois, c'est un peu bizarre. Hein? À quel moment nous avons des comportements bizarres comme ça? Hein? Et regarde, pour finir. Parce que Non, ce qu'elle a fait, c'était juste pour nettoyer l'intérieur du verre. est-ce que c'est avec ma boisson qu'elle va nettoyer le verre? Parce que c'est pour une fois, je suis d'accord avec vous. C'est bizarre, quoi. Est-ce que dans la boisson, c'est prévu
lave verre dedans. Mais vous-même, est-ce que vous avez pris le soin de nettoyer votre verre avant qu'on ne vous serve? Est-ce que c'est à moi de nettoyer? Elle est là pour ça. Regarde, Même l'eau. si elle a nettoyé, que vous venez, il faut prendre le soin de dire, mais écoutez, aidez-moi à nettoyer mon verre. Et donc ça, non, mais oui, mais pas avec la boisson que j'ai achetée. Je suis d'accord, pas voilà, avec la c'est pour ça que boisson. moi-même, j'ai pris aussi sa consommation pour nettoyer mon verre. Et c'est un peu ça. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, je finis de consommer, je regarde les WhatsApp, je vois les gens, ils partagent inondation à gauche, inondation à droite. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, que c'est le président de la République. Il dit, mais attends, c'est le président de la République qui est en train de pisser sur le pays. C'est bizarre, quoi. Il dit, ils ont des comportements. Il dit, attends, c'est comme l'impression que c'est le président de la République qui est en train de pisser sur le pays. Et maintenant, ils sont énervés de monter là où le président a pissé. J'ai demandé au président de ne plus pisser. Depuis hier, maintenant, il n'y a plus de pluie. Donc vous-même, vous voulez dire que c'est le président qui pissait? Non, mais attends, si vous êtes parti occuper l'endroit où l'eau doit rester et vous avez une inondation, maintenant, c'est la faute du président de la République. C'est terrible. Non, nous sommes dans la saison des pluies. Mais exactement. Voilà. Maintenant, pourquoi exposer ça sur les WhatsApp pour montrer que c'est le président? Est-ce que c'est le président qui a pissé pour que l'eau Encore qu'il y ait asphaltage. Oui, c'est pour dire que Alpha n'a pas marché. Alpha ça marche. Moi, je connais des endroits où tu ne peux même pas passer aujourd'hui. Maintenant, il y a un goudron. Voilà. Ils ont augmenté même le loyer. Merci de continuer à faire le constat. Ah oui? Ils ont augmenté le loyer. C'est normal. On est trop fort dans ce pays-là. C'est des comportements qui me... Hier, là, j'étais trop fatigué par rapport vous allez redescendre la pression. D'accord? Calmez-vous. Non, tu vois, même mon père aussi, c'est bon. Mais la prochaine fois, il faut aussi réparer votre frein. Non, moi, je n'ai pas un problème de frein, je prie toujours. D'accord. Même si je n'arrête pas, il y a Dieu qui arrête, et on a un frein spirituel. D'accord. On va se retrouver pour votre deuxième passage vers la fin de cette émission. Merci, il n'y a pas de souci. Grâce à vous, au moins, je respire. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure, donc, Pasteur Zane. Pas de souci. Oui, c'est le moment de chanter et de danser. Oui, nous allons danser sur le clip, c'est Seche Huevo. Oui, de Segito. Seche Huevo. Oui, le clip c'est Seche Huevo de Segito. Voilà, c'est un choix de Julie Singo, notre chef d'édition du jour. Malheureusement, qu'elle ne sera pas ici Elle pour danser. nous invite à chanter, Mais elle à doit danser. danser dans les coulisses. Ah bon, elle est là, nous la voyons. Malheureusement, la télé c'est pas. Segito, nous avons dansé ici sur le clip Seche Huevo. Oui, nous avons bien dansé, nous avons esquissé quelques pas de danse. Mais vous n'avez pas du tout dansé aujourd'hui? J'ai dansé. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez plus dansé que moi, je l'avoue. Depuis le début de la semaine, bien sûr. Bien sûr, j'ai marqué le but le lundi, vous avez marqué mardi, mercredi. Voilà. Donc, c'est pas grave. Donc, c'est moi qui ai je me gagné, rattrape oui. la semaine prochaine. D'accord, super. Bon, après avoir chanté, dansé avec Segito, nous allons, dans quelques petits instants, installer le plateau de discussion. Et si on en parlait? Et oui, et si on en parlait aujourd'hui avec notre sujet rock, nous parlons de la famille recomposée. Absolument, nous parlons aujourd'hui de la famille recomposée. Est-ce que c'est facile à gérer? Quelles sont les réalités auxquelles les familles recomposées font souvent face? Quel est le regard social sur les familles recomposées? Faut-il... En tout cas, il y a tellement de questions à poser. Eh bien, nos invités sont déjà sur ce plateau pour nous aider à faire le débat. Effectivement, nos invités sont déjà sur ce plateau pour nous aider à faire le débat et répondre au nom de Nikez Lalaye, conseiller matrimonial. Bonjour. Madame. Comment allez-vous? Nous remercions Dieu, ça va. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et avec vous, nous avons M. Jacques Aguiadaho, sociologue. Bonjour. Bonjour. Localement habillé, bonjour. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Super bien, je pense bien. Merci également à vous d'être avec nous. C'est un plaisir. Et au Bonjour, Jacques. téléphone? Je sais qu'il y a longtemps, je sais que
Bon, c'est mieux qu'on en parle après. En tout cas, il y a quelque chose entre les deux qu'on va découvrir peut-être dans les coulisses plus tard. Et au téléphone, Roch recevra Maître Mesmin Dagbemabou Djidonou. Il est avocat au barreau béninois. Oui, exactement, avec Maître Mesmin Dagbemabou Djidonou, eh bien, il nous dira quels sont les droits, justement, des enfants que l'on fait venir dans la famille recomposée, comment gérer tout ça. Il nous apportera plus de précision. Mais avant de commencer, je voudrais rester avec le sociologue pour lui demander comment peut-on définir aujourd'hui une famille recomposée. Bon, voilà. En fait, une famille, c'est une famille, hein, c'est une structure familiale, c'est un couple. Oui. Bon, marié ou pas, mais dans tous les cas, c'est un couple. Oui. Recomposé parce que ça vient suite à une désunion, suite à un divorce, suite à une forme de... Soit c'est un cas de veuvage. Donc, dans tous les cas, quelqu'un dans le couple avait une autre histoire d'amour, de couple, et avant de se retrouver avec un autre partenaire. Et aussi un autre paramètre très important, ce sont les enfants. Vous retrouvez un enfant qui vit avec des demi-frères ou des demi-sœurs, ou entre griffes, l'expression est un peu controversante, c'est vrai. Donc vous retrouvez un enfant qui vit avec un parent autre que le géniteur. Donc du coup, c'est une structure familiale qui s'est reconstruite et ça peut être le cas des deux, ça peut être le père et la mère qui ont quitté une union précédente pour se refaire une autre union et soit quelqu'un est venu avec un enfant ou pas l'autre. Donc du coup, c'est une famille qu'on a devant soi, mais c'est une famille d'une deuxième expérience. Ok, mais lorsqu'il y a un membre de ce couple qui ne vient pas avec, ou bien qui n'avait pas d'enfant, et qui vient seul dans le couple, est-ce qu'on peut dans ce cas-là parler aussi de famille recomposée? Dès lors qu'il y a au moins une personne qui est venue avec un enfant ou qui vient d'une autre union, je pense que le principe déjà d'une famille recomposée est établi. Maintenant, ça dépend un peu peut-être des législations, ça dépend aussi, les définitions sont purement contextuelles, on ne voit pas forcément la chose de la même manière. Par exemple, il y a d'autres qui vont s'attarder sur la présence physique. Alors, vous savez qu'il y a des familles qui... pour une raison ou pour une autre, décide de ne plus revenir vivre avec un autre homme tout en ayant un partenaire. Donc, est-ce qu'on est dans une situation de famille recomposée ou d'une alliance, tout et tout? Donc, ça peut varier, mais tout au moins, on reconnaît un élément majeur, c'est qu'il y a une histoire antécédente, précédente, et il y a un héritage entre griffes, il y a un enfant qui est sorti de ça, et qui vit désormais avec un des parents qui n'est forcément pas le géniteur. Très bien. Alors, Monsieur Lalaye Niquez, vous êtes conseiller matrimonial et que l'on vienne d'une histoire de veuvage, d'un couple divorcé, même d'une vie de célibataire, et qu'on reconstitue sa famille, est-il toujours facile de vivre dans cette famille recomposée? Merci, madame. Et d'ores et déjà, je peux vous dire non, ce n'est pas facile. Tout simplement parce qu'il y a eu une union qui, quelque part, n'a pas marché, ou bien qu'il y a eu un décès de l'un des partenaires, de l'un des conjoints. Donc, vous voyez, le temps leur a permis de se connaître, de connaître les réflexes de l'autre. Et puis, quand finalement on n'est plus ensemble, il faut reprendre l'apprentissage. Et chacun a ses défauts et ses qualités. Et surtout, quand on commence par retrouver ce nouveau partenaire, certains défauts que l'autre n'avait pas, vous voyez, donc c'est des comparaisons qu'on cherche à faire tout de suite, et ce qui ne facilite pas les choses. Donc, surtout quand il y a la présence des enfants. Surtout quand il y a la, donc ça c'est tout autre chose. Et puis même les enfants aussi, même s'ils sont en faute et que celui qui les corrige n'est pas leur père ou leur mère, alors tout de suite on prend ça comme si c'était une maltraitance. Ouais, donc c'est vraiment difficile, c'est pas facile.
C'est pas facile. Mais quelles sont les réalités auxquelles on est souvent confronté quand on vit dans ce type de ménage, dans ce type de famille? Bon, d'abord, ce que je veux dire, ce n'est pas expérience, parce que quelqu'un qui l'a vécu ne peut pas avoir la même attitude ou bien les mêmes raisonnements que quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Qui l'a pas vécu. Donc, je ne l'ai pas vécu. Mais cependant, compte tenu de ce que nous voyons, c'est souvent complexe. En ce sens que, vous allez voir que du jour au lendemain, de nouvelles approches, d'accord, que l'un ou l'autre veut amener dans le foyer, d'accord, sans des discussions préalables, ne sont que source de conflits, entre guillemets, parce que les conflits peuvent être larvés, d'accord. Ensuite, c'est que les parents, souvent à l'arrière-plan, avec des amis, d'accord, ne facilitent toujours pas la vie à ce nouveau couple. Je dis nouveau couple parce qu'il y a une recomposition. D'accord. Parfois, c'est les enfants que derrière, des gens sont en train de tirer de la ficelle. Ouais, donc, les amis également sont là, et plus eux-mêmes leurs propres caprices. Et peut-être les conjoints passés aussi. Les comportements de l'un qu'on n'approuve pas ou bien qu'on ne lui dit pas tout de suite, on commence à encaisser. Ouais, donc, beaucoup de choses s'enchaînent qui font que... Mais avant tout ça, lorsque vous décidez de refaire votre vie après une vie de couple qui n'a pas marché, est-ce que tout de suite vous en parlez à quelqu'un, on vous encourage ou bien on vous décourage d'aller dans cette option? Non, normalement, ce n'est pas comme ça. Quand il y a eu des difficultés dans un ménage et que nous voulons refaire une autre aventure, le bon sens veut quand même qu'on fasse déjà un état des lieux et se reprocher certaines choses, parce que si ça n'a pas marché, ce n'est pas seulement l'autre. Donc, en soi, déjà, on trouve ses propres erreurs, ses failles, et qu'on soit prêt à ne plus les reprendre avec une autre personne. Au fait, c'est le bon sens. D'accord? Ensuite, il y a des conseillers auprès de qui on peut se rapprocher. Et si l'on est chrétien ou musulman, il y a quand même des responsables religieux également qui vont vous aider, qui vont vous guider. Parce que, je vous dis, à plusieurs reprises, j'ai eu des gens qui veulent se marier, et quand on les prend, on commence par leur poser certaines questions, bien qu'ils soient des intellectuels, des gens qui gagnent beaucoup de ces diplômes. Mais vous voyez que dans ce domaine, ils ne connaissent pas grand-chose. Au fait, regardez ceci. Nous commettons souvent une erreur, on la répète souvent. L'erreur, c'est quoi? Et avant que vous ne soyez là, comme éminent journaliste sur ce plateau, vous aviez suivi des formations, des stages. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous aviez appris le métier. Pour conduire un vélo, vous l'apprenez. Pour conduire une voiture, n'importe quoi, vous l'apprenez. Si mon père est riche, ce n'est pas parce qu'il a d'avion, c'est pas parce qu'il a d'avion et que c'est pour mon père que je vais vous demander de venir, on va rentrer dans l'avion pour aller atterrir où? Pas du tout. Donc, c'est ce qui fait que certains rentrent dans l'avion de ces mariages, de ces unions, sans l'avoir appris, et il y a des problèmes. On ne peut pas être enseignant à l'université sans avoir soi-même pris par là. Donc, le vrai problème, c'est que les gens ne savent même pas ce que c'est que le mariage. Ce n'est pas trouver une femme, je suis adulte, et puis on commence. Dès qu'on a cette conception-là, et les mêmes causes produisant les mêmes erreurs, donc il y aura encore un autre problème. Donc, c'est de s'asseoir, de faire un état des lieux, se reprocher ce qui a reproché, et puis savoir aussi qu'il faut être tolérant. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Nikeze Laleye, ce n'est toujours pas facile. Ici, c'est Jacques. Monsieur Jacques. Monsieur Jacques Aguiadaro, mes excuses. C'est toujours pas facile de vivre dans une famille recomposée. Il y a de ces situations qui interviennent, de ces problèmes, difficultés que vous avez tendance à ne pas pouvoir résoudre. Mais comment s'y prendre quand ça vous arrive alors? Je pense que ça dépendra un peu du contexte dans lequel on s'est retrouvé dans une famille recomposée. Et vous savez, il faut gérer un peu l'histoire de l'autre. Donc chacun gère l'histoire de l'autre, chacun a l'épreuve du passé de l'autre. Donc tu gères ton épouse et tu gères son passé. Tu gères tes beaux enfants et tu gères aussi leur passé. Et vous savez, ce que tout le monde veut dans un foyer, c'est la maîtrise des frontières du foyer. Lorsque vous avez un enfant qui a son père en dehors du foyer, le père veut assumer son rôle de père vis-à-vis de l'enfant
l'enfant et vous aussi, vous voulez assumer votre rôle de père vis-à-vis de l'enfant. Donc, il y a une sorte de double référence, n'est-ce pas, pour cet enfant-là. Vous avez l'impression que votre rôle est côtoyé, votre rôle est partagé avec le rôle d'une autre personne, ou bien vous comme avez... si on donnait deux éducations à Maintenant, l'enfant. si par malchance, n'est-ce pas, il y a une sorte si dans l'héritage c'est conflictuel, ça veut dire que on peut construire une certaine reine dans la vie de cet enfant-là, on peut construire une certaine gêne dans la vie de cet enfant-là, qui peut-être regarde le père avec qui il est, le beau-père, là, avec les conceptions, les perceptions, la position de son père. Et de son père géniteur. Donc, du coup, le conflit est permanent tout le temps dans la vie du foyer. Donc, vous avez l'impression que, est-ce que c'est vous qui imprimez, n'est-ce pas, les trajectoires du modèle éducatif à cet enfant-là, ou bien il prend le vote qu'il confronte avec celui de son père géniteur. Ça, c'est un élément. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais de la même manière, le contraire peut se produire. Si l'enfant se sent plus à l'aise avec son nouveau père, eh bien, il aura tendance justement à vouloir oublier son Généralement, géniteur. dans ces cas, vous allez constater que le nouveau père travaille à gagner la confiance et l'amour de cet enfant. Donc, il fait il fait un exercice. Un travail psychologique. C'est comme si, bon voilà, au-delà d'avoir un enfant, il a une ambition de gagner la confiance de cet enfant-là. Et plus il est dans cette épreuve-là, plus il est dans l'artificiel, plus il n'est pas dans le classique, plus il n'est pas dans le normal, c'est une épreuve, tout et tout. Et en ce moment-là, il faut qu'il gère ça avec les demi-frères, les demi-sœurs, pour que eux aussi, quand même, n'entretiennent pas cela comme une certaine gestion différenciée des enfants. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'ils travaillent, que les autres se rendent compte que on n'est pas en train d'avoir une gestion à double vitesse à l'intérieur du foyer. Donc, de façon permanente, il gère la psychologie de cette expérience-là. Il gère ça. Et comme l'a dit un peu le conseiller, il faut être formé pour ça. C'est ça. Il faut être formé pour ça. L'autre chose qui peut aussi arriver, c'est le regard un peu de comment on s'est retrouvé là. Si jamais, en griffe, on a l'impression que tu es acteur, tu as fait partie du jeu de la désunion, du divorce, et pour te retrouver dans cette nouvelle expérience-là, c'est qu'il faut que tu travailles encore une fois, souvent dans la belle famille, certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, d'autres voient que tu as profité d'une situation, d'autres voient que tu as exploité une situation, ou bien même que tu as entretenu une situation aujourd'hui. Ouais. Donc du coup, tu gères un peu du superflu, donc c'est parfois compliqué et vous voyez qu'on n'est jamais totalement à l'aise peut-être parce qu'au bout du fil, il faut se dire maintenant quand l'enfant va grandir, quand il va prendre ses responsabilités, est-ce qu'il y aura une démarcation, est-ce qu'il y aura une relecture de la situation? Parce que parfois un enfant peut être amené, après avoir vécu 10 ans, 15 ans dans une famille recomposée, de se reconstruire sa propre histoire, de se reconstruire son propre passé et de situer les responsabilités, de faire des procès. Bien sûr. Et donc, du coup, bon, voilà, c'est des familles dans lesquelles il y a beaucoup de silence, beaucoup de réserve, Et vous allez voir que parfois, on sent qu'on essaie de créer des frontières autour de l'enfant par rapport à son géniteur. Passé, tout. Et n'oubliez pas qu'on est en Afrique, un enfant, c'est un neveu, c'est un cousin, tout. Donc il a une cellule, il y a un réseau familial autour du géniteur qui n'est plus là, et il y a un nouveau réseau familial. Donc après 10 ans, 15 ans, 20 ans, il a envie d'avoir en tout cas, un environnement familial. Donc, il est éclaté. Et après, lui, il aura des enfants. Donc, ce n'est jamais facile. C'est un exercice, mais ça dépend de comment on se retrouve là. Si c'est un cas de veuvage, ce n'est pas la même chose. Si c'est un cas de divorce, pour nous, c'est alors, M. Lalé, j'irai un peu plus loin que ce que dit M. Jacques Aguiar. Il arrive que les deux conjoints viennent avec des enfants. Et là, il y a encore un autre problème à gérer entre les enfants eux-mêmes. Il y a un climat de méfiance qui s'installe entre les enfants que les parents doivent gérer, mais que les enfants aussi doivent gérer. Et là, c'est un peu compliqué et délicat. C'est vraiment compliqué parce que chacun des conjoints a une histoire. Chacun d'eux vivait dans un environnement donné. Chacun d'eux avait reçu une éducation donnée. Et pareil pour les enfants. Ils ont déjà eu, d'où ils viennent, des amitiés, d'accord? Donc, tout n'est pas mauvais, mais la plupart du temps, c'est que les carcans
de ce passé-là viennent dans le nouveau foyer et ça devient vraiment une cacophonie et que les parents ont l'obligation de gérer. Donc, mais lorsque les enfants ne s'entendent pas, ne se supportent pas, est-ce que ce couple n'est pas voué à l'échec? Comment gérer dans ces conditions? Est-ce qu'il faut que, on envoie les enfants, chacun envoie les enfants chez une tante, chez un oncle pour vivre heureux? Ou bien, comment gérer ces situations? Ça, c'est une possibilité. Il y a des possibilités, ou surtout quand des enfants ont un certain âge un peu plus avancé et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre et qu'il y a des parents de part et d'autre qui peuvent assumer ces responsabilités, c'est une possibilité. Mais si des enfants sont mineurs et que vous avez la responsabilité et la charge de pouvoir les éduquer, de pouvoir les guider, de pouvoir les orienter sur la terre, vous devez faire face à cette responsabilité. Et dans ces conditions, ça commence par une parfaite communication, une entente entre les deux parents. Donc c'est le genre d'entente, d'accord qu'il y a entre eux qui va leur permettre de pouvoir guider ces enfants. Sinon, ce n'est jamais facile dans de pareilles circonstances. Monsieur Darro, les parents s'entendent très bien, mais par contre, les enfants, eux, de leur côté, ils ne s'entendent du tout pas. Vous savez, les enfants ne font que récupérer. Et si vous vous entendez, pas hypocrisie sociale, sachez que les enfants vont négocier autrement votre entente, puisque c'est une forme c'est un peu un spectacle, hein, vous êtes venu voir un film, tout et tout. Donc, n'oubliez pas que l'enfant, il n'est que le reflet un peu de ce qu'il constate, ce qu'il vit et l'interprétation qu'il fait de ce qu'il voit et de ce qu'il vit. Et n'oubliez pas que les enfants, généralement, même si c'est même père, même mère, ce n'est pas évident qu'ils voient le traitement social de la même manière. Oui. Donc, imaginez-vous s'ils mettent dans cette forme d'union, de lien, de structure familiale, une certaine influence de l'histoire de l'autre. Vous savez, parfois, un même enfant doit bénéficier du soutien financier du papa qui est là, ou de la maman qui est là, et aussi du soutien financier du papa et de la maman qui n'est pas là. On vient en période de fête, période de Noël, un cadeau viendra de l'extérieur, un cadeau viendra de l'intérieur. On vient en vacances, on est en congé. Ceux qui n'ont qu'un seul cadeau. On est en congé, il doit aller en congé de l'autre côté, il doit revenir. Parce qu'il ne faut pas couper l'enfant de son passé. Parfois, par défaut de compétences, et je reviens vraiment sur la notion de compétence familiale, de compétence de gestion de ces genres de situations, on essaie de créer des matraquages, tout et tout, donc on essaie de fermer un peu les relations, les liens entre l'enfant et son géniteur et ses cousins, neveux, nièces de l'autre côté, ce qui est une fuite en avant, ce qui est une erreur grave parce que on l'emmène à voir autrement, n'est-ce pas, cette nouvelle famille-là. Donc, je crois que c'est difficile pour les enfants de négocier parce que c'est déjà difficile pour les parents même de négocier cette situation-là. C'est pourquoi on parle évidemment de la notion de communication, mais aussi ça dépend de comment est-ce que on est rentré dans cette nouvelle union. C'est pas bien de surprendre l'enfant par une nouvelle union, surtout s'il a déjà la capacité de discuter, de comprendre. Donc, il fait aussi partie intégrante du processus. Tout à fait. Donc, il est aussi un pas. Donc, ce n'est pas une femme qui se remarie, ce n'est pas un homme qui se remarie, c'est vous et l'enfant qui rentrez dans cette nouvelle histoire. Donc, il faut discuter avec lui, il faut l'emmener à accepter, à comprendre la situation, il ne faut pas le forcer à ça. Et maintenant, vous qui accueillez une nouvelle famille, il faut savoir que vos enfants aussi, vos frères, vos soeurs aussi doivent rentrer dans l'économie de ce processus-là. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? Deux personnes décident de se marier après une histoire précédente et mettent maintenant les enfants, les cousins, les neveux dans le jeu. Quand je me remarie, il faut que les miens, mes frères, mes soeurs, tout et tout, entrent dans l'économie de cette nouvelle relation-là pour que mes enfants n'aient pas l'impression que les miens, entre griffes, vivent dans un tissu social, dans une relation sociale, dans une solidarité familiale beaucoup plus poussée que les enfants avec lesquels est venu dans le ménage, le conjoint ou la conjointe. Donc, quand ça semble être déstructuré un petit peu, c'est un choc psychologique, c'est un choc de passé. Surtout si derrière ça, il y a un événement
malheureux. Très bien. Merci. Nous allons voir ce que pensent les téléspectateurs, les citoyens que Julie Singbo et Yasmine Damata ont interrogé dans la ville de Cotonou. Que pensent-ils des familles recomposées? Est-ce qu'il est toujours facile de gérer? Écoutons-les. Parlant des familles recomposées, c'est pas du tout facile. Déjà, les familles se recomposent parce que peut-être la femme a besoin d'un moyen ou veut l'aide d'un homme pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant, bien sûr. Et peut-être c'est la raison pour laquelle certaines sont forcées de se mettre avec d'autres hommes qui ont déjà leur enfant et par là, ils forment une famille recomposée. Maintenant, étant dans la famille, est-ce que c'est facile pour les enfants? Je dirais aussi que ce n'est pas facile. Bon, je prendrai l'exemple sur moi parce que je viens aussi d'une famille recomposée. Ça, c'est vraiment pas facile parce que si on doit parler peut-être de jalousie entre les enfants, les décisions par rapport à chacun des parents, parce que chacun des parents va décider ce qui est le mieux pour son enfant, je dirais que c'est pas facile. Bon, la plupart essaient d'accepter juste comme ça. Tout d'abord, dans une famille recomposée, la difficulté principale se trouve au niveau des enfants. C'est eux qui paieront les pots cassés parce que c'est une situation nouvelle qui se présente aux enfants. Donc ils seront obligés de choisir entre peut-être leur père ou leur mère et de vivre avec. Ça peut être une situation très difficile, très pénible à vivre. Dans les familles recomposées, le problème se pose surtout parce que les parents peuvent mieux se comprendre. Mais les enfants, il serait très très difficile pour eux de se comprendre. Donc les difficultés se trouvent surtout entre les enfants. Je dirais que ce n'est pas souvent facile d'avoir une famille recomposée, que ce soit du côté des enfants ou du côté des parents. Cependant, forcément, dans une famille, il faut parfois faire des compromis dans la vie. Du coup, je pense que si les parents savent s'y prendre, ils pourront s'en sortir avec les enfants. C'est bien facile quand les enfants sont de bas âge, parce qu'on leur donne une base. Déjà, on s'est entendu pour vivre ensemble, c'est qu'on va les rééduquer. Pas les rééduquer dans le sens de leur donner de leur donner une autre éducation autre que celle de la base, mais renforcer pour que l'éducation elle vienne d'un père et d'une mère, même si ce n'est pas le père biologique ou la mère biologique. La plupart du temps, c'est la femme qui rejoint l'homme, la famille de l'homme. Dans ces cas-là, les enfants que la femme a préalablement eus avec un autre homme est obligée de se soumettre aux décisions de la famille de l'homme ou bien de l'homme. Donc, dans ces cas-là, c'est pas facile. Une mère, par exemple, qui a déjà des enfants et du côté de son mari aussi, son mari avait déjà des enfants. Donc, ce sera un peu compliqué pour la mère de se faire accepter, au fait, par les enfants. Donc, je trouve que avec le temps, tout peut se faire et avec la manière aussi. Si les enfants grandissent, ils développent entre eux un autre lien d'affection, amitié ou même ils tombent amoureux. Et ça, c'est pas surtout la maman ou le papa qui a de problèmes là, mais c'est surtout les enfants qu'on est en train de recomposer et non la famille tout entière. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Si les enfants peuvent développer des sentiments entre eux, ils se disent qu'ils ne sont pas de la même famille, bien sûr. Donc, ça peut arriver qu'ils développent des sentiments. Dans ces cas-là, il faudrait en parler avec les parents et trouver une solution à ça. Je crois quand même que le père et la mère qui s'entendent, ils éduqueront leurs enfants, ces enfants-là, comme des enfants qu'ils auront plus tard ensemble. Donc, c'est pas vraiment un problème quand on s'entend pour vraiment vivre ensemble. Quand on s'aime, l'éducation, ça vient. Et déjà, il faut que le père et la mère reçoivent une bonne éducation pour que ça puisse passer. Je préconise la patience à ces familles-là pour que tout aille bien.
ce que moi je conseillerais, c'est que ensemble, la famille, qu'ils restent ensemble pour discuter de quel que soit le problème, ils doivent rester ensemble et soudés. Et oui, assez de réactions de nos concitoyens béninois que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou. Merci à Yasmine Damanta et Julie Singbo. On revient sur ce plateau et je voudrais bien donner la parole à M. Jacques Aguiadaro. Vous avez suivi les interventions de nos interlocuteurs, mais comment est-ce qu'on peut, déjà votre appréciation par rapport à leurs réactions? Je crois que c'est intéressant que ce soit des jeunes qui se soient exprimés. Donc, c'est plus ça suppose qu'il y a une prise de conscience de la situation. Et quand c'est comme ça, on a la faveur, n'est-ce pas, d'avoir plus de facilité à trouver une solution. Je crois qu'il y a une expression qui est sortie un peu dans les prises de parole, c'est la notion de compromis. Donc, c'est tout le jeu là. Il faut pouvoir faire le compromis. Et quand vous suivez un peu, et les jeunes pensent d'une manière ou d'une autre que c'est compliqué, mais c'est possible. La bonne vie est impossible, jusqu'à ce qu'on puisse penser même à une relation amoureuse qui peut venir là-dessus. Donc, il faut qu'on se dise que c'est un exercice comme la première union. Vous savez, même avant de retrouver votre mari, vous avez certainement connu un copain, un fiancé, tout et tout. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Ça ne constitue pas une situation extraordinaire, une situation impossible. Et notre passé, notre histoire, notre tradition africaine avait une manière de gérer ça. C'est pour ça que vous allez voir que dans certaines sociétés où on pratique encore le veuvage, tout et tout, on essaie d'éviter une recomposition en dehors, n'est-ce pas, de la famille. C'est toujours pour maintenir les enfants dans un état d'esprit, dans des repères sociaux suffisamment stabilisés pour éviter une crise de repères, une crise d'éducation, une crise de vie, une crise de trajectoire, une crise d'espérance, tout et tout. Mais ce n'était pas la bonne solution. À un moment donné, il fallait quand même donner une certaine liberté à la femme ou à l'homme de se remarier avec qui, puis c'est une question de sentiment d'abord. Donc, dans cette nouvelle expérience-là, c'est moins la grande famille qui joue au jeu de la maîtrise de la situation que les partenaires eux-mêmes. Et je pense encore une fois qu'on n'est pas forcément dans une société où on accepte spontanément la recomposition. Donc, du coup, et vous avez moins le soutien, n'est-ce pas, de la grande famille dans ce genre de situation. Mais lorsqu'on se rend compte que, bon, ça se passe très bien, tout reprend. Donc, c'est possible. Et il y a même beaucoup de couples quand même qui sont dans une situation de famille recomposée, mais avec qui tout va très bien, les enfants s'entendent très bien. Donc, ça dépend du compromis. Et pour finir là-dessus, ça dépend du compromis avec le passé, du compromis avec l'intérieur. Il faut que celui qui n'est plus là comprenne la nouvelle expérience et fasse avec. Monsieur Niquez, si vous permettez, vous aurez la parole tout à l'heure. C'est une émission, nous recevons des appels téléphoniques avec un spécialiste qui est déjà en ligne. Nous avons Maître Mesme Dagbemabou Djidonou, avocat au barreau béninois. Bonjour Maître. Bonjour monsieur. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons des familles recomposées. Est-ce que c'est toujours facile à gérer? Alors dites-nous, les enfants issus des unions précédentes ont-ils le même droit à l'héritage que les nouveaux enfants du nouveau couple? Merci bien. J'avoue qu'aujourd'hui, la législation ne prévoit aucun droit particulier à ces enfants-là, qui sont des enfants comme tous les enfants, mais dans le couple, dans la famille recomposée, ils n'ont pratiquement pas de droit, pas à part de cette famille recomposée. Maintenant, chaque enfant a des droits par rapport à son géniteur. Tout à fait, d'accord. Donc chaque enfant a des droits à l'héritage par rapport à son géniteur. Donc ça veut dire que si une femme vient dans un ménage avec ses enfants, les enfants ne doivent pas s'attendre à quelque chose venant de leur père, à moins que celui-ci décide lui-même d'une certaine bonté de cœur de leur offrir quelque chose. Est-ce que cela veut dire? Absolument. C'est une situation quand même particulière, vous savez. Quand vous prenez une épouse, une femme qui vient avec des enfants, vous l'élevez comme votre enfant. Mais le droit, à ce jour, n'a pas consacré la situation. S'il reste des enfants de l'autre part de leur père, si c'est l'enfant d'une femme, ou les enfants de leur mère, et mieux, et monsieur le journaliste, vous
n'avez même pas un droit sur leur éducation. Ah bon? Ah oui. Et je peux ça que vous décidez que l'enfant devient mécanicien. Est-ce que son père nature dit, non, moi je veux que mon enfant soit menuisier. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous n'avez que d'autre choix que de respecter ce que son géniteur veut de son enfant. Voilà, vous l'accompagnez l'enfant. Je n'ai qu'un droit moral sur l'enfant que vous avez. Vous l'accompagnez dans son éducation, mais vous n'avez pas un droit sur la décision. Parce que lorsqu'il s'agit de décider de son enfant, ce sont ses géniteurs. D'accord. Son père et sa mère naturelle qui peuvent décider. D'accord. Alors, lorsqu'un parent, par exemple, le père ne supporte peut-être plus les caprices de l'enfant ou bien des enfants de la femme, les enfants qu'elle a amenés dans le nouveau ménage, est-ce qu'il peut demander que sa femme aille rester dans une autre maison, étant bien sûr toujours dans les liens du mariage avec lui? Non, quand ils sont dans les liens du mariage, le mari a l'obligation d'héberger son épouse, mais n'a pas l'obligation d'héberger les enfants de son épouse. Voyez-vous? Oui. Il a l'obligation d'héberger son épouse, il n'a pas l'obligation d'héberger les enfants de son épouse. Mais si entre-temps, l'homme a abandonné les enfants et que les enfants sont à la charge de la femme, les enfants vivent avec la femme, et ils se sont entendus que les enfants viennent dans le nouveau ménage et que, bon, ça ne passe pas très bien entre les enfants et le nouveau papa, vous ne pensez pas que demander à la femme de libérer ses enfants, c'est une manière de lui demander aussi de sortir du ménage? Vous avez bien dit, ils se sont entendus. Et quand ils ne s'entendent plus, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème. Ils se sont entendus pour les enfants viennent. Lorsque l'enfant n'y est plus, parce que par rapport peut-être au comportement de l'enfant qui est amené dans le ménage, il faut trouver une solution. C'est ça. C'est là le consensus. Le droit n'a pas prévu cette situation-là. D'accord. Parce que le père dans la famille recomposée n'a pas l'obligation d'héberger l'enfant issu de la famille. C'est d'autant que le père de cet enfant, le père naturel, le géniteur naturel, peut à tout moment réclamer son enfant. Sauf s'il y a une décision qui accorde l'autorité parentale à la mère ou en cas de séparation de corps, d'accord. le droit accorde à la mère. Donc, s'il y a une décision qui accorde l'autorité parentale à la maman, est-ce que le nouveau papa peut avoir un droit de décision sur la vie? Ça ne concerne pas un droit fondamental sur l'enfant. Mais la maman a le droit de s'opposer à ce que, je disais tantôt que si le géniteur naturel demandait à récupérer son enfant, on ne peut pas s'opposer à ça, sauf si c'est une décision qui lui a arraché l'autorité parentale. Ok. D'accord. Bon, il y a une solution naturelle, il y a une solution à une chose. C'était lorsque la famille recomposée aurait adopté cet enfant. Ok. À procédure de l'adoption. D'accord. Parce que cette famille a la faculté, le nouveau père, oui, en griffe ou la belle-mère, qu'on dit beau-père, belle-mère, si ils ont poussé ils ont pris par la procédure de l'adoption de l'enfant qui est amené dans le couple. D'accord. Là, ils peuvent acquérir une certaine autorité légale sur cet enfant. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Maître, pour ces éclaircissements que vous nous avez apportés ce matin. En fait, c'est une situation assez cocasse qui passe, parce que les législations n'ont pas su prendre des décisions par rapport à cette situation. D'accord. Parce qu'il y a séparation du corps, la famille est composée, il y a décès de l'un des parents, il peut y avoir aussi famille recomposée. La famille est recomposée à éduquer l'enfant. C'est un enfant qui a perdu son parent à 2 ans, à 3 ans, jusqu'à l'université. Quel est le droit de ces géniteurs qu'il a élevé, qu'il a? La loi n'a pas prévu. Il va falloir que la loi revoie, que les législateurs... Le législateur doit revoir. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas élever un enfant jusqu'à l'âge mature, jusqu'à 7 diplômes qui ne commence pas à travailler, qui vous dit, mais vous doit
voulais pas mon père. D'accord. Ça fait prévu. Très bien. Donc le législateur doit voir cela comme. Ok. Merci beaucoup, Maître Mesme Dagbemabou Ojidonou. Dodinou, s'il vous plaît. Dodinou. D'accord, Dodinou. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Oui. Alors, Monsieur Jacques Aguiadaro, nous avons écouté ensemble l'avocat qui a donné certaines précisions par rapport à la façon dont on aborde ces enfants ou ces familles recomposées dans la société sur le plan juridique. Et moi, je veux demander, si je viens dans une famille recomposée, je n'ai pas peut-être eu la chance de faire un nouvel enfant avec mon conjoint ou ma conjointe et qu'il n'y a que l'enfant que j'ai ramené de mon ancien ménage et que j'éduque l'enfant jusqu'à, comme on l'a dit, à l'université. Demain, je ne peux même pas jouir des fruits de cet enfant-là. Non, ça dépend de comment vous vous êtes retrouvés et comment tu as accompagné cet enfant-là. Si tu l'as accompagné comme quelqu'un qui l'aide, c'est autre chose. Mais si tu lui as donné l'amour de père, si tu lui as donné un environnement affectif, une conscience, tout et tout, l'enfant, il est capable lui-même de faire un raisonnement et d'analyser. Vous savez, parfois, il y a des enfants qui arrivent très facilement à faire la nuance entre le géniteur et le papa qu'ils ont. Oui, mais là, ça devient comme une compensation, une gratitude de l'enfant. Ce n'est pas une gratitude, c'est le jeu de l'efficacité de l'éducation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas être artificiel dans ce jeu-là, il faut le faire de façon très habile, de façon très naturelle, pour que l'enfant lui-même, plus il grandit, il ait les moyens, cette lucidité, n'est-ce pas, de retourner à chacun un peu ce qu'il doit. Vous savez qu'il y a des enfants qui ont vécu avec leurs géniteurs et putain, et c'est plutôt à l'oncle qu'ils doivent vraiment reconnaissance tout et tout dans leur vie. Non, ça n'a rien à voir forcément avec la situation de la famille recomposée, mais c'est une question de comment on a géré un peu ces trajectoires, ces événements, son modèle éducatif. Vous savez, il y a des enfants qui sont plus tournés vers la tante que vers la maman, plus tournés vers l'oncle que vers le papa. Vous savez qu'il y a des enfants qui reconnaissent que eux, socialement parlant, leur papa, ce n'est pas le géniteur. Oui, mais selon les lois, selon la juridiction, vous n'avez rien à... Oui, c'est pour dire que la loi ne peut pas tout régler, ne peut pas tout encadrer. Il faut que les gens comprennent on vient de quelle société, quel est le registre dans lequel notre société fonctionne et travailler à ce que notre société ne fait pas souvent de lien entre le père biologique et le père social. Pas du tout. On est plutôt dans une société de relations, de liens sociaux et non de liens confectionnés sur du biologique. Et je pense que c'est sur cette fibre, c'est sur ce curseur qu'il faut mettre beaucoup l'accent. Si tu investis sur un enfant parce que tu en es le père biologique ou la mère biologique, c'est que c'est une fausse route que tu fais. Par contre, il faut investir sur un enfant pour mériter l'image de père, l'image de mère qu'il vous donne. Et quand il vous donne cette image-là, il ne cherche pas à voir si la loi vous donne un droit ou pas, mais de façon spontanée, il vous retourne ça. D'accord. Alors, Monsieur Lalaye, vous avez suivi également l'avocat que nous avons eu au téléphone. Il a dit des choses peut-être un peu sensibles. Un enfant qui n'est pas le vôtre, que vous acceptez sous votre toit, vous n'avez pas un droit, même pas à l'éducation, même pas un droit de décision sur lui. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, le nouveau papa peut être, ou bien la nouvelle maman peut être vraiment enclin à l'éducation de cet enfant comme cela se doit? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, c'est les insuffisances de nos lois. Et il a reconnu. Qu'il a reconnu, qui font que des gens arrivent à avoir ce genre de comportement. Mais en de pareilles circonstances, c'est vrai que mon frère et collègue, le sociologue l'a dit tout à l'heure, il faut quand même se surpasser. D'accord? L'éducation, la qualité de l'éducation qui est donnée à l'enfant, c'est indispensable. Ne pas considérer le fait que je n'ai pas de droit, je n'ai pas ceci, et que si l'enfant grandit, je ne dois pas m'attendre à quoi que ce soit. Savoir plutôt que nous éduquons un enfant, par conséquent, nous éduquons un peuple. Donc la qualité de l'enseignement, de l'éducation qu'on lui donne, fera que lui-même, le moment venu, il sera reconnaissant. Et même si la loi ne lui permet pas certaines... si la loi met des barrières, vous verrez que aisément il va surmonter les barrières. Comme il a dit, on a vu des enfants qui ont aidé
ou bien ont été plus reconnaissants envers leurs tuteurs que leurs parents, tout simplement. Il y a un cas qui me fascine beaucoup, bien je vais dire qui me surprend beaucoup. Il y a des enfants qui n'acceptent pas autres parents, ou autres pères ou autres mères que leur géniteur. C'est-à-dire, peu importe l'amour que vous donnez à cet enfant en tant que belle-mère ou beau-père, ils n'acceptent pas de voir quelqu'un avec leur père ou leur mère autre que leur véritable mère ou véritable père. Bien, voilà que les conditions qui ne dépendent pas de lui ont amené les parents à se séparer. Alors, donc, lui, dans ces conditions, il n'a pas de choix. Et c'est les parents, toujours. Il faut écouter son enfant ou bien il faut écouter son cœur? Non, à ce niveau-là, il y a des susceptibilités, il y a des possibilités. D'accord? En de pareilles circonstances, premièrement, c'est que le couple, à la base, doit d'abord s'entendre et savoir ce qu'il faut faire. Quand on se marie, le juriste l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas pour... On a le devoir d'assumer certaines responsabilités par rapport à l'épouse. Vous êtes d'accord? Donc, si maintenant l'interférence de cet enfant va menacer ce couple, ils seront obligés de trouver une autre formule, puisque vous l'aviez dit que l'enfant refuse, il n'accepte rien d'autre. Et voilà que les conditions sont telles que la maman ne peut plus retourner vers ce père. Sinon, on a vu des cas où les enfants qui ont ce comportement ont permis des réconciliations. Mais entre-temps, c'est avant que la maman ne se remarie. Mais du moment où il y a un remariage, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission, le temps vraiment est très vite passé. Alors, que faut-il faire aujourd'hui? Parce que lorsque ça ne marche pas votre première union, il faut bien essayer de refaire votre vie pour que tout se passe très bien. Quels sont les préalables et comment faut-il se comporter dans ces familles recomposées? Alors, moi, je voudrais dire 2-3 choses. Première chose, c'est qui est en recomposition. Il faut savoir que vous recomposez votre vie et vos enfants aussi recomposent leur vie. Donc, il n'y a pas à évoluer de façon séparée. Donc, il faut intégrer l'enfant comme faisant partie aussi de cette nouvelle aventure. Donc, même s'il a 1 an, 2 mois, 6 mois, 2 ans, il faut aussi réfléchir pour lui et après réfléchir pour soi-même. Ça, c'est très important. Et là, ça marche. Lorsque vous pensez qu'à votre cœur seul et que vous ne pensez pas, parce que il faut voir d'où je viens et où je vais, quelle serait la fracture, quelle serait vraiment la distance sociale, quelle serait la différence des origines, du modèle éducatif, de la religion, tout et tout, de l'histoire, tout et tout, et intégrer ça dans l'analyse, dans vos nouvelles décisions. Deuxième chose que je voulais dire, il faut se mettre à l'idée que nul n'a le droit, n'est-ce pas, de se retrouver dans une situation de victime toute la vie. Ce n'est pas possible. On est là pour vivre heureux, on est là pour vivre le bonheur. Ça veut dire que ce bonheur est possible dans la nouvelle famille. Et parce que c'est possible dans la nouvelle famille, il faut intégrer les nouvelles contraintes comme les contraintes qui font partie de l'existence humaine. Donc ça veut dire que on rentre dans la nouvelle famille pas comme on est rentré dans la première. On rentre dans la nouvelle famille en sachant que tous les jours que Dieu fait, j'ai un surplus d'efforts à faire pour une intégration totale dans la famille, une intégration totale dans la grande famille et que une rupture de lien biologique ou de lien de famille n'est pas une rupture d'histoire. Ça veut dire que vous avez une histoire avec un précédent conjoint, votre enfant a une histoire avec un précédent conjoint. Il ne faut pas tuer ça, il ne faut pas museler ça, il faut entretenir ça. Donc, il faut savoir quitter pour entrer ailleurs. Donc, il ne faut pas quitter comme si plus rien ne peut nous emmener sur le passé. Absolument. Non. Donc, il faut intégrer ça dans la nouvelle. Et maintenant, pour finir, il faut demander conseil aux gens qui peuvent vous aider. Dans tous les cas, je dis encore une fois que nous sommes dans une société où la recomposition des familles fait partie de notre histoire. On a vécu avec des cousins, des oncles, tout et tout. Donc, tout le monde a le droit d'être heureux dans une famille. Merci beaucoup. Alors, M. Niquez Lalaye, très rapidement. Bien, par rapport, je vais rapidement commencer plutôt par où il a terminé. Et le conseil est primordial. Et même que ce soit le premier pas à faire. Et c'est là où, par exemple, dans la Bible, la Bible dit ceci: confiez vos projets en l'Éternel et ils réussiront. Donc, c'est lui qui est le créateur. Déjà, si vous priez, même si vous êtes musulman, demandez à votre Dieu
ce qu'il faut faire, parce que toutes les religions abordent le mariage. Ensuite, ne pas amener dans ce nouveau couple ces carcans passés, ou bien avoir en tête les erreurs que l'autre partenaire a eu à commettre, et penser que la même chose peut se répéter. Entrer dans ce nouveau... dans cette nouvelle union avec de l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous-même, vous avez le bon sens pour savoir que si je lui fais ceci, ça ne lui fera pas du bien. Par conséquent, je ne lui ferai pas. Et c'est à cette condition que, on peut aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Nikes Laliaye. Je rappelle que vous êtes conseiller matrimonial. Merci d'avoir donné ces conseils sur ce plateau. Merci également au docteur Jacques Aguia Daho, sociologue. Merci d'être passé. C'était un plaisir. Merci. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci également à Maître Dodjinou, que nous avions eu au téléphone. Très bonne journée à vous. On enchaîne tout de suite avec Us et Coutume. Et aujourd'hui, Fulgence Siarontonji est allé chercher pour nous la place de la femme dans le couple en milieu fond. Quelle est cette place-là? Eh bien, découvrons dans Us et Coutume. La femme dans la culture fond est très précieuse. C'est un bien très précieux parce que elle quitte son père et sa mère pour aller habiter auprès de son mari, et grâce à cette cohabitation, le mari, la famille du mari a un grand nombre d'enfants, une progéniture florissante. Une chose aussi que la femme doit faire, c'est d'avoir une telle autonomie chez son mari qu'elle puisse économiser de l'argent et construire sa case dans sa maison paternelle. L'homme n'a pas le droit de lui interdire cela. Parce que lorsque elle a ça, elle prépare ses vieux jours quand la ménopause arrive. Et même avant, quand il y a les différentes cérémonies, elle doit, à l'occasion de ces cérémonies, prendre la totalité de sa place parmi les fils de son père. L'espace de quelques jours pour rejoindre son mari par la suite. Donc, elle demeure un maillon essentiel de sa famille tout en étant la femme de son mari. Je reconnais quand même que nous devons accepter que l'homme est le chef de la famille. Et ça là, c'est nécessaire de conserver cela. Non pas pour que l'homme joue le chef-haillon, mais pour qu'il ait une idée pleine et entière de sa responsabilité de conduire le navire du couple à bonne destination. On dit de façon vulgaire qu'il n'y a pas deux capitaines dans le même bateau. C'est vrai. Mais le capitaine a besoin d'un copilote pour prendre les bonnes décisions. Le copilote, c'est la femme. Et le copilote, dans ce cas d'espèce-là, c'est la femme. Mais c'est l'homme qui respecte d'abord la femme. Parce que il lui doit cette reconnaissance qu'elle a quitté son père et sa mère pour venir se mettre sous son toit. Lorsque la femme voit ce respect chez son mari, il n'y a aucune femme qui ne puisse pas retourner ce respect à l'homme. Le respect
n'empêche pas de dire la vérité à son homme. L'essentiel, c'est de réunir les conditions pour que son message passe. Lorsqu'il y a des étrangers là et que vous êtes parmi les gens, la femme ne peut pas rabrouer son mari. Le mari ne peut pas non plus rabrouer sa femme. Le respect, c'est cela. Et oui, voilà, nous étions en milieu fond avec des valeurs, des coutumes que l'on reconnaît principalement à la femme dans ce milieu, dans cette région. Et Roch, vous êtes fond. Oui, bien sûr. Il paraît-il qu'en milieu fond, la femme donne toujours ce qu'elle reçoit. Oui, la femme donne toujours ce qu'elle reçoit, oui, ça c'est vrai. Et nous l'avons entendu, hein, lorsque l'homme donne le respect qu'il faut à la femme, elle lui en donne également en retour. Mais vous savez, c'est un problème également d'éducation. Vous pouvez donner justement le respect qu'il faut à la femme, mais lorsqu'elle n'a pas reçu une très bonne éducation, ce n'est pas évident. C'est pourquoi on va demander à ce que l'on donne de très bonnes éducations à nos enfants, que ce soit garçons ou filles, dès déjà la petite enfance, pour que ce principe continue d'être respecté, que quand l'homme va donner ce respect, que la femme puisse lui en donner en retour. Oui, c'est la partie qui m'importe, quand l'homme va donner, que la femme puisse en donner. C'est un problème de, je vais dire, de complémentarité, de réciprocité. Ouais. Dès que vous donnez, vous recevez. C'est un ordinateur. Vous donnez de bonnes informations, vous avez toujours de bons résultats. Mais lorsque l'homme n'a pas la manière pour le faire, il faut que la femme aussi le fasse pour l'amener. La patience, voilà. La complicité et tout ce qui va avec. Exactement. De toutes les façons, la vie de couple n'est toujours pas facile. C'est pas facile. Il faut faire des compromis, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est une entreprise. Oui, et les gestionnaires sont bien connus. Alors, merci beaucoup donc à Fulgencio Arontondi pour toutes ces informations. On va maintenant passer au prénom du jour. Prénom africain. Oui, prénom africain. Oui. Le prénom africain aujourd'hui, Roch, nous sommes dans les culturels. Annie. Oui. Annie est l'invité que nous recevons. Il nous vient de Bassila. Il nous vient de Bassila. Il s'appelle Adamou Alidou. Non, ça c'est Adamou Aboudou. Pardon, autant pour moi. Aboudou, oui. Aboudou. Peut-être Roch a quelque chose à dire avec un Alidou quelque part. C'est le moment d'aller. Adamou Aboudou, oui. Merci d'être. Et en plus, vous êtes un collègue, vous êtes journaliste ici à l'ORTB, plus précisément à Radio Bénin à la FIA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je promets ne plus jamais me tromper sur votre nom. C'est ça, il a juré devant la caméra. Alors, vous venez aujourd'hui nous parler d'un prénom. Lequel? C'est Yonada. Pardon? Yonada. 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 Voilà. D'accord, Yonada. Oui. Yonada. 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 Voilà. On prononce c'est la ça. prononciation. Il suffit juste de mettre un L et puis ça devient Yolanda. Ah oui, on en faisait le débat tout à l'heure. Est-ce que les autres ne sont-ils pas venus copier le prénom chez nous et l'ont transformé pour que ça devienne Yolande ou bien Yolanda, etc. Mais c'est Yonada. 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 Voilà. D'accord. Et ça, d'abord, c'est un prénom féminin ou masculin? Ça peut être donné aux deux sexes. Aux deux sexes. D'accord. Et ça signifie quoi? Littéralement traduit, ça veut dire savoir pour vivre. Wow. Savoir pour vivre. Yonada. Yo. En ça veut dire oyo. Le savoir. Le savoir. Yo. Da. Oui. Vivre. Vivre. Rester. D'accord. Voyez-vous, c'est la signification, ça. OK. Donc, il faut avoir de la connaissance pour vivre en paix, dans le bonheur. Tout à fait. Voilà, en fait, Et qu'est-ce qui peut amener un parent à donner Yonada à son enfant? En fait, il faut dire ici que c'est le savoir qui est célébré, comme le disaient les Écritures saintes,
le prophète Issa. Chez les chrétiens, on l'appelle Jésus. Nous autres, c'est le prophète Issa, on l'appelle. Il a dit quelque part dans la Bible que mon peuple périt faute de connaissance. Osée 6 versets. Donc, c'est ce savoir-là. D'accord. Ah oui. Madame la pasteur. C'est bon. Oui. C'est ce savoir-là qui est célébré pour dire que sans le savoir, il n'y a pas de bonheur. Et l'enfant qui veut vivre sa vie dans le bonheur, ou bien toute personne qui veut vivre en fait dans le bonheur, doit avoir un minimum de connaissances nécessaires pour bien vivre. Donc c'est une manière de demander à l'enfant d'aller à la recherche de la connaissance. Tout à fait. Yonada. Tout à fait. Ah, c'est super. Et est-ce que ce prénom a vraiment des influences sur l'enfant qui le porte? C'est qui celui qui porte ce prénom? Oui, celui qui porte ce prénom, si vraiment il y a influence sur sa personne, c'est que vous constaterez chez lui une certaine curiosité. Il veut connaître la base des choses. Il fouille. Il n'est jamais satisfait de savoir que tel est si. Mais il veut aller au-delà de ce qu'on lui a dit ou de ce qu'il a pu déjà découvrir. Est-ce que vous voyez? D'accord. Et pour nous aujourd'hui qui sommes dans le monde moderne, où nous allons à l'école, tout ça là, ça pousse l'enfant à toujours chercher. Vous savez, aujourd'hui on dit il faut privilégier la recherche pour faire décoller l'Afrique et nos pays. Tout à fait, la recherche scientifique. Mais vous savez ce que cela me fait penser? Ça me fait penser au fait qu'on doit vraiment revoir cette manière de donner à nos enfants des prénoms de chez nous. Parce qu'ils ont tellement de sens, ils ont tellement de signification qu'on n'a pas intérêt à vraiment les oublier. Bien sûr. En fait, je dois le regretter devant les caméras ici pour dire que la pénétration islamique nous a fait perdre un certain nombre de choses. Nous qui avons adopté la religion islamique. À un moment donné de notre histoire, on est venu jusqu'à nous mettre dans la tête que les noms de nos ancêtres sont des noms païens. C'est lié à des fétiches, quelque chose de maléfique. Parfois, vous avez même honte de donner ce nom-là. Ce n'est pas seulement en islam. C'est dans toutes les religions. Au niveau de la religion chrétienne aussi. On travaillait à se conformer vraiment à l'islam au point où ils ont complètement oublié de donner nos noms, les noms de nos ancêtres aux enfants. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est des Ibrahim, c'est des Suleiman, c'est des Zacharie, partout et partout. Au point où, parfois même, ces noms deviennent étrangers à un certain nombre de nos frères même qui sont amis de naissance. Ok, très bien. Yonada. Yonada. Voilà, je prononce très bien. J'ai été spécialement, particulièrement touchée par le prénom, je ne sais pas pourquoi. Oui. Bon, peut-être que vous allez faire le programme de donner ce prénom-là. Oui, je veux voir la traduction en minant. Merci à vous, Adamo Aboudou. À moi de vous remercier. Voilà. À moi de vous remercier de chercher à découvrir les noms du côté des Annie aussi. Et ce sont les téléspectateurs qui vous remercient en retour. Merci. Vous allez rester avec nous, vous ne partez pas. On va voir la capture. La capture du jour que nous réservent nos chefs d'édition, Joris Tingbo, Jennifer Sachivi. Vous avez vu l'image? C'est apparemment un prisonnier. Oui. Un prisonnier qui a certainement faim, à qui on a donné à manger, on lui a donné du pain. On lui a également donné la clé. Il a à côté du pain la clé. Il a de la difficulté, quand on voit la distance, il a de la difficulté à prendre le pain. Et il s'est saisi d'un bâton. Au lieu de voir la clé de l'autre côté, il préfère prendre le pain alors qu'il pouvait prendre la clé, ouvrir la cellule et aller chercher le pain très facilement. Ça veut dire qu'il faut savoir être intelligent parfois, c'est pour dire que nous avons parfois la solution à proximité. Et que nous allons chercher loin. Et on va chercher loin. Je ne sais pas la compréhension que vous avez, mais moi, c'est la compréhension, l'explication que je... Ça, c'est vrai. On a la solution à côté, mais on cherche très loin. Très loin. Voyez-vous, quand on prend par exemple le contexte de nous, Africains, en ce moment où nous vivons le Covid-19, nous avons beaucoup de plantes
Bien sûr. beaucoup de ressources naturelles du point de vue de la pharmacopée africaine qui peuvent nous guérir. Voilà. Voyez-vous. Mais on ne s'en préoccupe pas. Voilà. Donc, il va falloir faire des recherches. Oui, il va falloir faire des recherches. Il va falloir faire des recherches pour savoir comment faire. Je crois que vous avez raison. En tout cas, il y a des recherches qui sont en cours. Il y a même un médecin, par exemple, un médecin congolais que le président congolais a fait venir parce qu'il était persécuté pour ses recherches dans la pharmacopée. Eh bien, ils vont exploiter ces connaissances pour pouvoir guérir un certain nombre de maladies. Oui, parfois on a la solution à côté. Oui, vivement qu'on soit toujours éclairé pour savoir où se trouve la solution au lieu de se perdre et de chercher de part et d'autre. C'est ça. Lorsque vous êtes en face d'un problème, n'allez pas forcément chercher loin. La solution est généralement à proximité. C'est comme pour dire ce matin, si on a envie de prendre le petit déjeuner, n'allons pas chercher loin. Rock, la solution est à côté de la clôture. C'est compris. Merci beaucoup. On a bien compris. Merci. Très bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous. Oui. Voilà. Nous allons enchaîner avec... Aujourd'hui, c'est Instant Éco. Vous avez prévu nous parler de l'arachide. Effectivement, nous allons manger de l'arachide. Aujourd'hui, dans Instant Éco, il faut dire que l'arachide, de son nom scientifique, Arachis hypogée, est une légumineuse annuelle dont le fruit mûrit en terre. L'arachide est l'une des principales légumineuses à graines cultivées au Bénin. La production annuelle de l'arachide au Bénin oscille entre 50 000 et 75 000 tonnes depuis les 10 dernières années. Les superficies évoluent également avec la production et varient entre 80 000 et 100 000 hectares. Les statistiques de production montrent que la culture de l'arachide est pratiquée sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, toutes les zones n'ont pas la même potentialité ni les mêmes contraintes. Aussi, les systèmes de production vont de la culture vivrière d'autoconsommation à la culture destinée à la commercialisation. L'évolution du prix moyen d'arachide graine au Bénin au cours de la période 2000 à 2016 a une tendance très haussière. En effet, le prix moyen d'arachide variait autour de 400 francs le kilogramme jusqu'en 2007. Mais à partir de 2008, le prix moyen du produit a subi une augmentation nette pour s'osciller autour de 650 francs le kilogramme. Le taux d'accroissement du prix moyen au cours de la période est donc de 3,8%. Alors, l'arachide, bien que moins exposé que d'autres légumineuses tropicales, est sensible à des maladies et ravageurs diverses contre lesquels l'agriculture se protège en utilisant des variétés tolérantes ou résistantes du moins, en appliquant des mesures agronomiques préventives d'efficacité. Au Bénin, les graines d'arachide servent surtout de matière première pour l'extraction des huiles utilisées comme assaisonnement en cuisine et pour produire le beurre d'arachide. Une partie appréciable de la production d'arachide est utilisée comme produit vivrier. Arachide grillé, consommé tel ou utilisé comme condiment, notamment dans la préparation de sauces d'arachide. Et quand on parle de sauce d'arachide, on ajoute la phrase ou bien la terminaison igname. Voilà, que Roch va m'inviter à prendre ce midi. Eh bien, actuellement, l'arachide est en quantité abondante sur le marché et est vendu toujours à 650 francs la mesure de 1 kg pour l'arachide déjà décortiqué. Mais par contre, pour l'arachide qui a encore la coque, la mesure de 1 kg est vendue à 350 francs. C'est notre Tongoro qui est à 350 francs. 350 francs. Oui. Donc, Roch, il n'y a pas de quoi ce que vous ne m'invitez pas pour une sauce d'arachide. Non. Accompagnée vous savez ce que je vais faire? Je vais vous inviter dans mon champ. Nous irons faire la récolte. C'est long. Voilà. La fait là. Tout simplement. Voilà. Le produit fini est mieux. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Pour toutes ces informations que vous nous avez apportées par rapport à l'arachide aujourd'hui. Il faut ajouter que la bassine est aujourd'hui vendue à 5 500 francs. C'est un producteur d'arachide. Je vous dévoile l'information. Oh là là. Ouais. Bon, nous allons recevoir notre dernier... notre humoriste pour son dernier passage. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Je suis toujours sidéré
par l'intervention de notre chère Madame Marcel. À chaque fois, elle fait toujours l'allusion de rock va me Dali. Elle est stratège. Voilà. Tu vois, rock, il y a petit déjeuner à côté, à midi, rock va me. Tu vois. C'est bien d'être stratège. Mais jamais rock, je vais. On dit rock, je vais. Il faut commencer par. Vous êtes venu mettre de sable dans mon gari. Non, pas du tout. Non, c'est que quand vous appréciez quelque chose, tu vois, en matière de stratégie, on perd des fois et on gagne quelque part. On gagne quelque part et on perd Mais la quelque part. galanterie voudrait que Rock m'invite. Oui, actuellement, je suis en train de vous dire que le monde est en train de changer. Il faudrait que la galanterie aussi change par moment quand même. Et c'est très important. Rock ne va pas dire que je ne l'invite pas. Peut-être que j'ai dit moi, je n'ai pas encore constaté depuis que je vais sur ce plateau. Et du coup, c'est pour te dire qu'en matière de stratégie, c'est très bien. Tu vois, c'est très bien parce que, tu vois, au Bénin, nous sommes obligés d'être un peu stratèges pour pouvoir imposer le développement dans nos quartiers, dans ceci, dans cela. Il faut vraiment être stratège. Qu'est-ce que vous voulez dire encore? Non, je vais vous donner un exemple de stratégie. Vous savez, c'est un buveur qui est parti dans un bar et il y avait un bailleur quand même installé quelque part. Aujourd'hui, vous êtes venu avec les pas compris. bars. Est-ce que vous n'avez pas passé la soirée d'hier? Par moment, il faut rendre hommage à certaines personnes. Vous savez, dans la société, il y a certaines personnes, on ne les a pas du tout donné de place. Les buveurs, tu vois, c'est très important. Donc, c'est un buveur qui est allé dans un bar. Voilà, il s'était installé dans un bar. Et du coup, il y avait un boss qui était là. Et du coup, il voulait impressionner le monsieur. Et le monsieur est venu. Et le boss, comme il a l'argent, il a lancé un défi par rapport à ce buveur. Il lui dit, écoute, moi, je te garantis $1000. Tu vois, $1000, c'est très important. Si jamais tu vas sur le comptoir, là-bas, et tu pisses partout dans le bar. Tu vois le défi est énorme. $1000. Parce qu'il savait que l'autre ne pouvait pas le faire. Parce qu'il est venu demander, il dit, écoute, on ne gagne pas l'argent gratuitement comme ça. Le buveur a dit, d'accord, laisse-moi 1 minute. Il va voir le caissier, le gérant qui est au comptoir. Il lui dit, moi je te donne $300. Je vais rester sur ton comptoir et je vais pisser directement, ça ira tomber dans le verre de monsieur qui est là-bas. Et il dit, jamais tu ne peux. Il dit, d'accord, laisse-moi 1 minute et après tu vas voir. Il revient voir le boss, il dit, je vais faire ce que tu as dit. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Il va monter sur le comptoir et il pisse partout. Il pisse partout sur les tables, il pisse. Et le barman dit, tu as échoué? Il dit, oui, j'ai échoué chez toi, mais j'ai gagné chez le boss. Non, j'ai pas compris. Ok, il voulait juste avoir l'autorisation pour pisser. Il voulait gagner les $1000. Oui. Mais pour gagner $1000, il faut perdre 300. Ça veut dire qu'il est parti dire à l'autre, je vais relever le défi. Si jamais je ne gagne pas, toi tu gagnes $300. Ok, donc il a gagné $1000. Et maintenant il a gagné $1000, il a donné $300 et lui-même il a réceptionné. C'est pour te dire qu'en matière de ça, il a pissé en pissant partout, il a gagné les $1000. Il a eu l'autorisation. Il a eu l'autorisation. Donc il a gagné les $1000, mais il est parti donner parce qu'il a perdu de l'autre côté. Voilà. Tu vois, donc c'est comme ça. Aujourd'hui, nous devons commencer par... C'est pas vous-même par hasard. Pourquoi chaque fois quand je parle, tu parles de lui? Non, c'est pas lui. Lui ne peut pas faire ça. C'est ça. Mais on va danser un peu avec Sergito. Oui, Sergito, c'est un petit frère que j'aime beaucoup. Oui, Sergito, nous dansons. On a septième même. On a le même village ensemble. Ah ouais. Nous avons le même village.